Août 1995. Un homme entre dans le hall climatisé de la Dubai Islamic Bank. Il est originaire du Mali. Il vient d'arriver avec un simple visa d'affaires. Il ne possède aucune fortune déclarée, il n'a pas de fiche de paye et aucune garantie à offrir. Selon toutes les lois de la finance, cet homme devrait ressortir les mains vides. Au mieux, avec un refus poli. Au pire, escorté par la sécurité. Pourtant, cet homme, Futanga Babani Sissoko, s'apprête à commettre l'impensable. Sans armes, sans cagoule et sans complice à l'intérieur, il va déclencher l'un des plus grands détournements bancaires de l'histoire pour un total de 242 millions de dollars. Comment un homme parti de rien a-t-il pu faire plier une institution financière entière? La réponse se trouve quelque part entre le génie criminel et la magie noire. Pour comprendre ce mystère, il faut remonter à la source. Sissoko naît dans le village reculé de Dabia, au Mali. On raconte qu'il est issu d'une lignée de Djelis, ces griots traditionnels, maîtres de la parole et de la musique. Dès son enfance, Sissoko baigne dans un univers où le mysticisme côtoie le pouvoir. Il n'a pas fait de grandes études bancaires, mais il possède un don bien plus dangereux. Il sait lire les âmes. Dans son pays, on ne l'appelle pas l'escroc, on l'appelle Baba Sora, le père généreux. Car Sissoko a une particularité qui le rend unique dans l'histoire du crime. Il ne vole pas pour thésauriser, il vole pour distribuer. Mais avant de devenir le Robin des Bois de l'Afrique, il lui fallait une victime. Et il l'a trouvée à Dubaï. En 1995, Sissoko arrive à Dubaï. Il se rend à la Dubai Islamic Bank et insiste pour rencontrer le directeur de la banque, Mohamed Ayoub. Contre toute attente, il obtient un rendez-vous et demande un prêt pour acheter une voiture. Il n'a aucune garantie, il est un inconnu complet, mais grâce à son charisme, Ayoub accepte. Sissoko achète une petite voiture japonaise, mais ce n'est qu'un prétexte pour gagner sa confiance. Quelque temps plus tard, il invite Ayoub à dîner chez lui. Il lui promet de lui montrer quelque chose d'extraordinaire, un secret issu de sa culture, et Ayoub accepte. Une fois dans l'appartement de Sissoko, l'ambiance change. Sissoko lui parle de magie. Il prétend avoir le pouvoir de doubler n'importe quelle somme d'argent grâce à l'aide des djinns. Pour ceux qui ne le savent pas, dans la croyance islamique, un djinn est un esprit invisible, créé à partir d'un feu sans fumée. Ayoub est sceptique, mais intrigué. Pour tester Sissoko, il revient plus tard avec 100 000 dirhams en liquide. Sissoko l'emmène dans une pièce sombre. Il jette une substance mystérieuse dans l'air qui épaissit la fumée d'encens. Il commence à osciller d'avant en arrière, chantant des incantations d'une voix étrange, le regard vide. Il entre littéralement en transe. Soudain, l'électricité se coupe. Noir total. C'est là que le piège se referme. Un homme surgit de l'ombre en hurlant de terreur, c'est un complice caché dans la pièce voisine, prétendant avoir été frappé par un djinn en colère. Sissoko, jouant la comédie, ordonne à Ayoub de sortir immédiatement pour ne pas être blessé par les esprits. Quand le calme revient, Ayoub est autorisé à rentrer. Sur la table, les 100 000 dirhams sont toujours là, mais une autre pile est apparue. Il y a maintenant 200 000 dirhams. D'où vient cet argent? Ce n'est pas de la magie. Pendant le chaos, l'obscurité, Sissoko avait simplement ajouté des billets sortis de sa propre poche. C'était un tour de passe-passe, une illusion théâtrale. Mais Ayoub, terrifié et subjugué, il y voit un miracle divin. Dès cet instant, Ayoub est sous emprise. Il croit que l'argent envoyé reviendra doublé. Il effectue 183 virements en 3 ans à Sissoko. L'argent ne reste pas à Dubaï. Il est immédiatement dispersé vers des comptes aux États-Unis, en France et en Suisse. Sissoko s'envole alors pour l'Amérique. Son audace ne connaît pas de limite. Il a besoin de blanchir ses centaines de millions de dollars. Sa méthode, la séduction. Il entre dans une succursale de Citibank, repère une guichetière et parvient à la charmer au point de l'épouser. Grâce à cette alliance stratégique,
Alors même qu'il a déjà plusieurs femmes en Afrique et en Europe, il facilite le transit de plus de 100 millions de dollars sur le sol américain. En reconnaissance, il offre à sa nouvelle épouse un demi-million de dollars. Sissoko vit maintenant comme un empereur. Il achète 3 avions de ligne et lance sa propre compagnie aérienne, Air Dabia. Il inonde Miami de sa générosité, offrant 300 000 dollars à une fanfare de lycée. Il achète des dizaines de voitures de luxe qu'il offre à des inconnus. Il veut être aimé, adulé. Il est intouchable. Mais l'hubris finit toujours par se payer. Sissoko veut acheter 2 vieux hélicoptères de la guerre du Vietnam, Officiellement pour servir d'ambulances aériennes en Afrique de l'Ouest. L'administration américaine bloque la vente. Ces hommes tentent alors de corrompre un fonctionnaire américain. C'est l'ironie du sort. L'homme qui a volé 242 millions de dollars Tombe pour une tentative de pot de vin de 30 000 dollars. Interpol lance un mandat d'arrêt international. Sissoko est capturé à Genève, en Suisse. Il est ensuite extradé à Miami pour faire face à la justice américaine. Sa caution est fixée à 20 millions de dollars. Une somme impossible, pas pour Baba Sora. Il paie cash. Il sort de prison, distribue des Mercedes à ses avocats et finit par négocier sa liberté après une courte peine. Il rentre au Mali en héros national. Car là-bas, l'argent volé a servi à construire des hôpitaux, à aider les pauvres, à soutenir l'économie locale. Il se fait élire député, s'offrant ainsi l'immunité diplomatique. Pendant 12 ans, il est intouchable, protégé par son peuple qui le voit comme un bienfaiteur, peu importe d'où venait l'argent. Futanga Babani Sissoko s'est éteint en 2021 dans son village natal, sans jamais avoir passé un seul jour en prison pour le vol de la banque de Dubaï. Ayoub, le banquier, a été condamné à une peine de prison. Les raisons qui l'ont poussé à autoriser ces transferts restent inexpliquées, certains évoquant la peur, la manipulation ou la croyance en des forces invisibles. Alors, magie réelle ou manipulation psychologique de génie? Une chose est sûre, en août 1995, un homme est entré dans une banque sans rien et il a prouvé au monde entier que la plus grande faille de sécurité n'est pas dans le coffre-fort, mais dans l'esprit humain. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres histoires incroyables et merci d'avoir regardé.